Avant de débuter mon rapport sur le fond, permettez-moi juste une précision sur la forme. Comme ce fut le cas l'année dernière, je vous informerai sur l'ensemble des délibérations de la Commission des finances et les présidentes et présidents des sous-commissions ne présentent plus directement leur propre rapport. Le but ici, c'est de garantir la transformation des informations nécessaires et de gagner du temps, bien sûr. Et puis ensuite, les présidentes et présidents des sous-commissions, tout comme les membres de la commission, interviendront s'ils jugent que des informations doivent être complétées. Cette introduction, c'est aussi l'occasion pour moi de les remercier, de vous remercier, chers collègues, membres de la Commission, pour votre travail et votre engagement, autant dans le cadre du traitement des comptes que pour le supplément au budget, un traitement loin d'être évident avec la situation financière actuelle et qui s'est fait dans une sérénité nécessaire. Le contexte général n'est pas simple, pas stable, les enjeux y sont de taille, notamment pour respecter le frein à l'endettement, éviter des hausses d'impôts et en même temps garantir des investissements nécessaires. Notre travail actuel, il s'apparente à un exercice d'équilibriste en continu et je salue le sérieux avec lequel il est fait au sein de notre commission. Merci également à notre secrétariat, parce que dans un tel contexte, on a besoin de bonnes informations au bon moment et on peut compter dessus grâce à l'implication du secrétariat en général et de notre secrétaire de commission. Merci à vous. Cela étant dit, venons-en au compte 2022. Nous voilà à ce tournant redouté. Le compte de la Confédération se solde pour la première fois depuis 2005 par un déficit de financement ordinaire, plus élevé que celui qui avait été autorisé par le frein à l'endettement. Pour être précise, le frein à l'endettement autorisait un déficit conjoncturel de 0,3 milliard. Les comptes bouclés, il s'est élevé à 1,9 milliard à la fin 2022, soit un déficit structurel de 1,6 milliard. Permettez-moi le bref instant pédagogique, il peut être utile également pour la suite. On parle de déficit structurel au moment où les recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses, y compris en prenant en considération les facteurs conjoncturels correctifs. Et depuis 2005, on a mis en place le frein à l'endettement, qui est justement l'outil exigeant que les dépenses n'excèdent pas les recettes à moyen terme, c'est-à-dire sur la durée d'un cycle conjoncturel. Plus que cette fonction, le frein à l'endettement, c'est l'outil qui permet de garantir d'avoir les moyens à terme pour investir et pour répondre à nos besoins. Et je vous l'ai dit, nous sommes à ce tournant puisque les prescriptions en matière de frein à l'endettement ne sont plus respectées cette année. Sur le banc des coupables, on retrouve d'abord les crises qui se cumulent. Et si la fin de la pandémie laissait espérer un effet de rattrapage, il n'a pas été à la hauteur des espérances, notamment en raison de la guerre en Ukraine, qui a engendré une pression importante sur l'économie, avec l'augmentation des matières premières, du coût de l'énergie, une pression importante aussi sur les ménages, avec la hausse de l'inflation qui est de 2,8%, toujours modéré en comparaison internationale, mais pas sans impact pour la population et pour notre économie. Alors on l'a dit modéré lorsqu'on la compare notamment à la zone euro, puisqu'il s'agit de 9,2% dans la zone euro en 2022. D'ailleurs, en regardant de près notre taux d'inflation, on prend conscience des raisons pour lesquelles la Suisse s'en sort bien. Et nous avons cette responsabilité aussi au niveau du Parlement de faire en sorte que la Suisse reste parmi les pays qui s'en sortent bien et dans lesquels les crises impactent moins fortement la population. Les raisons pour lesquelles la Suisse s'en sort bien, elles sont multiples et elles sont bien connues pour certaines. C'est une diversité des activités économiques, des infrastructures modernes, un État qui permet de progresser, un tissu d'entreprises de toute taille qui mène aussi à un marché de travail robuste et donc à une certaine sécurité du travail. Le taux de chômage relativement bas le confirme. Il était de 2% en avril, de 2,2% à la fin 2022 contre 3% en 2021. Cette sécurité du travail, elle donne aussi confiance et la consommation s'en ressent. C'est clair que c'est un plus pour l'économie, mais aussi pour les travailleurs et le maintien du niveau de consommation garantit en même temps les recettes étatiques. On est plutôt positif en se comparant. Oui, on est toutefois pas naïf et on sait qu'on s'éloigne des prévisions au niveau économique et ça doit être un signal qui éveille aussi une certaine prise de conscience.
La croissance, elle est en dessous des attentes pour 2022. Elle a été de 2,1%, alors que l'évolution prévue était de 3,3% en termes réels. En termes nominaux, on a une croissance de 5,4% en lien avec la forte progression du renchérissement qui a atteint, comme je viens de le dire, 2,8%. Les indicateurs sur le marché de l'emploi sont eux aussi pas tous autant positifs que le laisse penser le faible taux de chômage. La situation, elle est préoccupante du côté de la main-d'œuvre, avec une pénurie qui se généralise dans toutes les branches. Cette situation, elle peut s'avérer positive à court terme, notamment pour les salariés, mais elle est risquée à long terme, puisque des difficultés de trouver de la main-d'œuvre dans notre pays peuvent se transformer aussi en perte d'attractivité à terme, puis de productivité, qui se transformera ensuite en une détérioration du marché de l'emploi. La pénurie de main-d'œuvre, c'est donc une réalité pour laquelle on doit trouver des solutions et une réalité qui préoccupe aussi notre commission des finances. Le cadre étant posé, j'en viens aux chiffres. Dans les grandes lignes, les dépenses ont diminué de 7 milliards pour atteindre 81,2 milliards. C'était 88,3 milliards en 2021. Cette diminution des dépenses, elle est à mettre sur le compte des dépenses liées à la pandémie qui ont été moins élevées que pour les précédentes années. Des dépenses pour faire face à la pandémie qui ont tout de même été faites puisque certains effets ne prennent pas si rapidement fin. Et c'est l'occasion de rappeler que les dépenses totales pour lutter contre la pandémie s'élèvent à 32,8 milliards à la fin 2022. 32,8 milliards que le Parlement a décidé en septembre 2022 de résorber dans un délai de 3 législatures. Ça veut dire qu'on a flexibilisé temporairement le frein à l'endettement. Si on prend l'année 2022 seulement, les dépenses en lien avec la pandémie se situent à 3,7 milliards. Vous vous en souvenez peut-être, elles étaient de 14,1 milliards en 2021. Il s'agit donc pour cette année 2022 de montants moins élevés que les autres années et la tendance va clairement vers une diminution. Mais on constate aussi que ces montants ils restent conséquents et ils pèsent véritablement sur le budget fédéral. La tendance elle est différente pour les autres dépenses qui, elles augmentent, notamment pour la prévoyance sociale, la migration, la sécurité. En 2022, on s'est vu soumettre 3 demandes de crédits supplémentaires pour un montant de 11,8 milliards. La guerre en Ukraine a amené à elle seule des dépenses supplémentaires de 1,2 milliard, en grande partie pour héberger des personnes à protéger. Dans les domaines courants, des suppléments se sont aussi avérés nécessaires, notamment au niveau de la formation et de la recherche, qui passent d'un budget de 7,5 à des dépenses pour 7,9 milliards, dont 266 millions de plus pour des mesures d'atténuation en raison de la non-association de la Suisse à Horizon Europe et à l'augmentation des contributions dans le domaine des EPF. Du côté de la sécurité aussi, on passe d'un budget de 5,9 milliards à des dépenses de 6,4 milliards, soit 479 millions en plus, notamment pour des mesures dans le domaine de l'armement, pour l'acquisition de nouveaux avions et d'un système de défense sol-air. Une augmentation des dépenses découle aussi de la situation critique au niveau de l'approvisionnement énergétique avec une augmentation de 195 millions pour des centrales de réserve et le programme bâtiment ainsi que 200 millions pour la redistribution du produit de la taxe CO2 et taxe d'incitation sur les composés organiques volatiles, sans oublier les prestations internes de l'administration fédérale. En plus de ces augmentations considérées comme ordinaires, il est utile de mentionner des dépenses extraordinaires à hauteur de 4 milliards, dont 3,3 milliards pour lutter contre la pandémie et 0,7 milliards pour l'aide aux personnes en provenance d'Ukraine. Passons aux recettes. Elles sont inférieures de 1,8 milliard par rapport au budget et ce résultat moins élevé que prévu est à mettre sur le compte de l'impôt anticipé. Par contre, lorsqu'on compare les recettes au compte 2021, on constate une faible croissance de 1% pour atteindre 76,9 milliards. Cette augmentation, elle s'explique par l'augmentation des recettes de la TVA, qui augmente de 4,8% pour atteindre 24,7 milliards. Une hausse qui s'explique en grande partie par le produit de l'impôt sur les importations, qui a connu une progression en raison de la forte inflation à l'étranger notamment. Et on ne peut bien sûr pas manquer l'impôt fédéral direct qui, lui, augmente de 3,7% pour dépasser les 26 milliards de francs.
C'est l'impôt sur le revenu des personnes morales qui a augmenté de 7,1%, ce qui doit être mis sur le compte de la reprise post-Covid. Cette évolution confirme aussi que les décisions prises par le Conseil fédéral, encouragées et soutenues par notre Parlement, avaient du sens et elles permettent de retrouver une économie solide après cette crise. Toujours au niveau de l'impôt fédéral direct, l'impôt sur les personnes physiques stagne avec une légère augmentation de 0,3%. L'évolution, elle est toutefois pas la même pour l'impôt anticipé. Il y avait des recettes trop élevées qui avaient été comptabilisées pour les années 2019 à 2021. Et en fait, les corrections sont à imputer sur l'exercice 2022, ce qui fait qu'on a une nette diminution des recettes à un niveau de 3,9 milliards, soit moins 1 milliard par rapport à 2021. Comme vous, la Commission des finances, elle constate que du côté des recettes, tout comme des dépenses, les estimations ne collent pas toujours à la réalité. On constate aussi que ces erreurs d'estimation se compensent généralement dans le temps. Et depuis l'introduction du frein à l'endettement en 2003, l'erreur d'estimation moyenne est de 0,4% si on fait abstraction de l'impôt anticipé, ce qui est totalement modéré. À ce stade, je vous propose une parenthèse pour rappeler certains indicateurs. Le taux d'endettement, d'abord. La dette brute a fortement augmenté. Le taux d'endettement brut a augmenté de 0,7 points pour la Confédération pour s'établir à 15,6%. Grâce au patrimoine financier qui a augmenté également, la dette nette est moins importante et s'établit en 2022 à 10,8%. En termes nominal, la dette brute mesurée sur la base des critères de Maastricht a augmenté de 11 milliards de francs, passant de 109 milliards en 2021 à 120 milliards en 2022. Quant à la dette nette, à savoir la dette brute moins le patrimoine financier, elle est passée de 76 milliards à 83 milliards. C'est une augmentation de 7 milliards, ce qui fait quelques 9 400 francs par habitant résidant en Suisse, enfants compris. Et pour la comparaison internationale, le taux d'endettement de la Suisse a certes augmenté à 28,3% si on considère tous les niveaux, donc y compris communes, cantons et assurance sociale en 2022, mais on reste largement inférieur à la barre des 60% fixée dans la zone euro, qui dans les faits se monte actuellement à 95,6% dans cette même zone euro. En parlant de la dette, parlons du compte d'amortissement, puisque c'est ce compte qui nous indique dans quelle proportion la dette doit être réduite et cette information va influencer aussi nos débats à venir. Le compte d'amortissement, c'est ce compte qui nous indique le montant des dépenses extraordinaires après la déduction des recettes extraordinaires. Il est passé d'un solde négatif de 20,3 milliards fin 2022 à 22,6 milliards, toujours négatif, à fin 2022. Il était encore positif de 3,4 milliards avant la pandémie. Donc on voit ici aussi l'importance au niveau financier de la pandémie. Et on cherche généralement un solde plus bas puisqu'il donne aussi par définition une plus grande marge de manœuvre à l'État pour intervenir aussi en cas de crise, ce qui reste plus confortable. Au niveau des évolutions, parlons aussi du personnel. En 2022, le nombre d'équivalents plein temps a augmenté de 806 postes. Le nombre de personnes employées s'élève à plus de 38 000 personnes équivalent plein temps en moyenne durant l'année. Et pour comparaison, c'était 33 000 en 2012. Donc 38 000 en 2022, 33 000 en 2012, 10 ans auparavant. Les dépenses du personnel ont augmenté de 79 millions par rapport à 2021, notamment en raison de l'augmentation des effectifs, mais aussi en raison du renchérissement de 0,5%, plus élevé que celui qui avait été validé par le Parlement. Je termine de poser le cadre général avec quelques indicateurs qui nous aident à voir également l'évolution entre l'année 2021 et l'année 2022. La croissance du PIB, en 2021, elle était de 3,9%. En 2022, elle était de 2,1%. Le renchérissement, en 2021, il était de 0,6%. En 2022, il est de 2,8%. Les taux d'intérêt à long terme, en 2021, ils étaient de moins 0,2%. Ils étaient en 2022 de 0,8%. On constate donc avec ces indicateurs une dégradation générale. C'est le reflet du cumul des crises, mais il ne marque pas non plus une chute brutale comme on peut le constater dans d'autres pays qui nous entourent. Et avec une bonne reprise économique, avec des conditions cadres attractives aussi, on peut encore
penser que la situation elle peut se rétablir dans les années à venir. Le cadre étant posé, j'en viens au travail fait par la Commission et je poursuivrai avec les points qui ont été particulièrement discutés. Je ne reviens pas sur chacun des points présentés dans ces comptes. Sur le travail, d'abord, il a été fait en plusieurs étapes. D'abord, dans le cadre des séances de sous-commission qui se sont déroulées dans le courant du mois d'avril. Là, on a pu entendre, chaque sous-commission a pu entendre les directrices, les directeurs des offices. Et puis ensuite, la commission s'est réunie les 8 et 9 mai. Et là, on a pu traiter les rapports des sous-commissions. Cette méthode de travail, elle permet une certaine répartition du travail entre les différents membres de la commission, puis surtout d'avoir un travail plus minutieux fait sur chaque office, avec avec un suivi aussi par les mêmes membres de la commission. Cette réunion avec l'ensemble de la commission, ça a été l'occasion aussi d'entendre le contrôle fédéral des finances. C'est un organe qui est aussi un partenaire pour notre commission puisqu'il a pu attester de la régularité des comptes fédéraux. Il a rappelé également ses nouvelles tâches, notamment le contrôle du financement de la vie politique en lien avec la nouvelle ordonnance sur la transparence du financement de la vie politique. Mais en définitive, le contrôle fédéral des finances a recommandé l'adoption des 3 comptes, dont les 2 comptes spéciaux, ainsi que les dépassements de crédit pour 508 millions de francs. Une réserve est émise, elle est émise depuis 2017 et elle concerne en fait l'approvisionnement pour le remboursement de l'impôt anticipé qui figure aussi au compte de financement. Et selon le contrôle fédéral des finances, et ça a déjà été dit lors des derniers rapports, les provisions elles ne font pas partie des recettes et des dépenses courantes et elles devraient donc figurer au compte de financement qui rend le résultat plus bas que celui qui devrait figurer au compte de financement. Mais cela dit, ces réserves elles seront levées avec les comptes 2023 et la modernisation de la LFC qui vise à optimiser, à simplifier la gestion des finances fédérales. C'est donc inutile d'y revenir. À la suite de cet échange, les rapports de chaque sous-commission ont été présentés et je viens maintenant sur certains éléments que je n'ai pas abordés dans la présentation générale. Avec des recettes de 76,868 milliards de francs et des dépenses de 81,150 milliards, le budget fédéral a clôturé l'année 2022 avec un déficit de 4,2 milliards de francs. Pour rappel, c'était un déficit de 12,2 milliards en 2021 et de 15,8 milliards en 2020. À court terme, il n'est pas question pour notre commission de combler ce manque avec une augmentation d'impôts, mais des solutions doivent être trouvées, c'est une évidence. On a déjà transmis nos recommandations au Conseil fédéral et les premières décisions nous semblent favorables à une reprise économique solide, une reprise économique qui est souhaitable et qui doit surtout favoriser une stabilisation aussi du pouvoir d'achat de la population. Dans les décisions prises en 2022, on retrouve la durée d'amortissement pour la dette extraordinaire sur 3 législatures. Le Conseil fédéral a aussi annoncé dans les grandes lignes le programme pour atténuer les augmentations prévues. Il s'agit à ce stade pas encore de réduction des dépenses, mais d'une atténuation des augmentations. Et puis on parle des dépenses de l'armée, d'une non-budgétisation de la contribution pour Horizon et puis de la mise en vigueur de l'impôt sur les véhicules automobiles pour les véhicules électriques. Prenons maintenant